Mercredi 13 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Journal de Viva. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Ce n'est pas à l'opposition d'obliger le président du Sénat à s'expliquer sur sa décision et encore moins de critiquer les décisions de la Haute Cour constitutionnelle. Les décisions de cette institution sont des décisions irréversibles et respectent le choix du président du Sénat. Les débats et la polémique sur le sujet n'a pas lieu d'être selon le sénateur de Madagascar, Azaniene Andjananjasan. De plus, après ces faits, la décision de cette institution qui est de donner le pouvoir au gouvernement ne se base que sur la Constitution. Reportage de Cécilva Anyen Martina Nzaranjansu. C'est un droit de choisir si l'on est apte à prendre une responsabilité ou non. Si le président du Sénat avait saisi la Haute Cour constitutionnelle pour lui notifier qu'il a choisi de ne pas prendre le poste de chef de l'État par intérim pour des raisons personnelles, c'est son droit et personne ne peut le dissuader du contraire, selon le sénateur de Madagascar, Azaniene Andjananjasan. Selon toujours ce dernier, les diverses pressions sur le président du Sénat et de propager diverses rumeurs à son sujet ne sont que de faux problèmes. Cette constitution n'a pas été créée hier, elle est valide à Madagascar depuis 2010. Cette constitution, qui entre dans sa 13e année, donne des solutions pour éviter la vacance du poste de chef de l'État. Selon les articles 46 et 52 de cette constitution, outre le président du Sénat, le gouvernement collégial est seul apte à prendre le pouvoir à travers les décisions de la HCC. Il est à rappeler que la communication véhiculée par les opposants était que l'État n'était pas prêt pour les élections. Il n'y a même pas de cela quelques mois. Et maintenant que le coup d'envoi des élections est lancé, que les étapes exigées par la loi sur les élections sont respectées, ils font une déclaration qui contredit les textes de la Constitution malagasy. Il est clair et cela devient une habitude depuis quelque temps, car derrière ces actions, il y a la crainte de ne pas se faire élire, une tentative de déstabilisation. Le sénateur de Madagascar a souligné que les décisions de la HCC sont irréversibles. Tous les citoyens, mais surtout les politiciens le savent très bien, a conclu ce sénateur. Et le gouvernement respecte la Constitution et doit accepter la décision de la Haute Cour constitutionnelle. Ce sont les premières déclarations du Premier ministre, chef du gouvernement, lors du premier Conseil des ministres effectué par le gouvernement collégial ce matin. Le Conseil des ministres a aussi félicité le président Andry Rajoelina pour son courage politique en acceptant de démissionner sans problème et de s'être de nouveau présenté à l'élection présidentielle. Reportage de Cécilva. C'est le palais d'État de Mazoariv qui a accueilli le premier Conseil des ministres effectué par le gouvernement collégial, dirigé par le Premier ministre chef de l'État par intérim. Avant de procéder aux examens des sujets à l'ordre du jour, le Premier ministre a confirmé que le gouvernement a reçu la notification émise par la Haute Cour constitutionnelle permettant à ce gouvernement de prendre le rôle de chef de l'État par intérim après la démission du président de la République Andry Rajoelina et la note envoyée par le président du Sénat renonçant au poste de chef de l'État par intérim pour des raisons personnelles. Le gouvernement respecte la Constitution et doit accepter la décision de la Haute Cour constitutionnelle selon le rapport du Conseil des ministres. Le chef du gouvernement collégial a aussi félicité Andry Rajoelina pour son courage politique en acceptant de démissionner sans problème pour le respect de la Constitution quand il a décidé de se présenter à nouveau à l'élection présidentielle selon toujours ce rapport du Conseil des ministres. À partir de maintenant, le Conseil des ministres sera tenu tous les mercredis matins après le Conseil du gouvernement et en présence du secrétaire général de la présidence de la République, du secrétaire général adjoint et du directeur de cabinet de la présidence de la République. Toujours dans cette page politique, la première assemblée générale de la CENI avec les représentants des candidats à l'élection présidentielle se tiendra ce lundi 18 septembre 2023. Si la 4e réunion sur le partage d'informations et la conférence pour les acteurs politiques se fera le 22 septembre 2023. La sortie du guide sur l'observation électorale est attendue après l'atelier des sociétés civiles, le PNUD et la CENI hier. C'est Noura Nirlant où nous en dit plus. Le nom des trésoriers de campagne des 13 candidats à l'élection présidentielle est attendu par la CENI. On attend également leurs représentants qui intégreront la CENI afin que cette dernière puisse tenir l'Assemblée générale à partir de maintenant, selon le président de cette institution électorale. Afin de communiquer le déroulement de la préparation de l'élection présidentielle en toute transparence, la CENI procédera également à la tenue de la réunion sur le partage d'informations et la conférence pour les acteurs politiques des élections le 22 septembre prochain. Le guide sur l'observation électorale sera également imprimé après des rectifications.
Un guide élaboré par les 73 sociétés civiles qui ont reçu la validation de la CENI et qui travailleront avec cette dernière durant le déroulement de l'élection qui se tiendra dans le pays. Ce guide a été également élaboré à travers un atelier en partenariat avec le PNUD. Afin de garantir la bonne préparation des élections, mais aussi son bon fonctionnement, dans l'ordre et la sécurité, toutes ces étapes doivent être respectées selon les explications. Les actualités sociales de ce soir, 30 marchands au sein du marché de la petite vitesse demandent le report de la date de leur déménagement. Selon eux, ils acceptent toutes les procédures relatives au déménagement, mais demandent ce report de date car les nouveaux locaux ne sont pas encore tout à fait pris. La commune urbaine d'Antananarive leur a en effet communiqué qu'ils devraient emménager dans ces locaux dimanche prochain. Reportage de Mervelat Sferen et Bras Denilson. Environ 27 marchands au sein du marché de petite vitesse Issouch, soit une première partie de ceux qui doivent changer de locaux, doivent déménager ce dimanche 17 septembre prochain. Une deuxième partie doit aussi quitter les lieux par la suite. Cette partie du marché doit être utilisée pour un grand projet, raison pour laquelle la commune doit procéder à leur déménagement. Cependant, les marchands demandent un report car selon eux, le délai est trop court d'une part et d'autre part parce que les locaux dans lesquels ils devront emménager ne sont pas encore entièrement prêts à 100%. Le directeur du marché au sein de la commune urbaine d'Antananarive, pour sa part, affirme que la CUA a déjà donné une semaine à ces marchands pour préparer leur déménagement. D'ailleurs, le tirage au sort pour le partage des locaux a déjà été effectué hier selon ce responsable qui a souligné que la sécurité au niveau de ce nouveau marché est déjà assurée par des policiers qui ont été dépêchés. Concernant la réhabilitation des ruelles, ce dernier précise que cela ne relève pas des compétences du CUA, mais du ministère en charge du projet qui sera érigé au sein du marché de la petite vitesse. Et Madagascar lance son registre social unique ou RSU à travers l'opérationnalisation de quelques sites pilotes dans les deux districts de Betiouk et Ampani Nord, dans la région Intimo-Andjef, en ciblant au moins 60 000 ménages vulnérables pour l'année 2023. L'expansion progressive sera assurée pour qu'en 2030, la majorité de la population vulnérable à Madagascar puisse être enregistrée dans le RSU. Un reportage de Mervelat Sferen et Bras Denilson. Le registre social unique ou RSU est un outil stratégique de coordination des programmes sociaux utilisé dans plusieurs pays. Il consiste à mettre en place une base de données dynamique et interopérable des ménages potentiellement pauvres et vulnérables pour faciliter l'utilisation des informations à des fins de ciblage. Ce registre va fournir des informations pertinentes et actualisées qui serviront de base pour élaborer des politiques plus ciblées et efficaces ainsi que pour allouer les ressources de manière équitable. Le lancement officiel du registre social unique se tiendra à Ampani le 18 septembre 2023, durant lequel l'enregistrement des données de ménage par les agents débutera. Ce registre social unique a pour principal objectif de collecter des données. Le registre sera également conçu pour inclure une large gamme d'informations socio-économiques permettant une compréhension holistique des besoins de différents groupes sociaux. Cela aidera à élaborer des politiques pour répondre aux besoins spécifiques des citoyens. Le RSU répondra également à la gestion de plaintes et dans le long terme, le registre favorisera la transparence et renforcera la confiance entre le gouvernement et les citoyens. Au tout début, les enquêteurs feront des porte-à-porte pour collecter les données, mais la mise en place d'un guichet social est prévue pour que chaque citoyen puisse s'y inscrire. Et l'Inde a annoncé une assistance financière d'une valeur totale de 12,6 milliards d'ariars pour Madagascar, laquelle sera allouée à des projets liés principalement au développement, notamment pour la création d'infrastructures dans les domaines des services publics. La signature de ce mémorandum d'entente entre la République de l'Inde et celui de Madagascar a été effectuée lundi au ministère des Affaires étrangères. Reportage de Oubi Rassamanan. L'Inde apporte une assistance financière d'une valeur de 12,6 milliards d'ariars pour Madagascar pour des projets liés principalement au développement, notamment par la création d'infrastructures dans les domaines des services publics. La ministre des Affaires étrangères, Yvette Silla, et l'ambassadeur de la République de l'Inde à Madagascar, Panduru Wilson Babu, a signé ce lundi le mémorandum d'entente sur cette assistance financière. La conclusion de ce mémorandum d'entente témoigne de la solidarité des relations entre les deux pays, mais également l'appui de l'Inde, qui est un partenaire important au développement de Madagascar. Cela traduit également la volonté commune des deux parties d'orienter davantage leur coopération vers des résultats plus palpables dans la vie de la population.
La ministre des Affaires étrangères a également réitéré ses félicitations au gouvernement indien à cette occasion pour avoir assuré la présidence du G20 cette année, ainsi que pour la réussite de l'organisation du 18e sommet du G20 à New Delhi les 9 et 10 septembre. Selon sa déclaration, Madagascar salue particulièrement la décision unanime de tous les États du groupe d'accepter l'Union africaine comme membre permanent. C'est un grand succès diplomatique pour l'Inde et pour l'Afrique, car le G20 représente près de 80% du PIB mondial, 75% du commerce mondial et 2/3 de la population mondiale. Dans les actualités internationales de ce soir, les inondations provoquées par la tempête Daniel ont fait plus de 2000 morts dans la ville de Derna, dans l'est de la Libye, selon le directeur d'un hôpital de la ville. Quelques 5000 personnes sont toujours portées disparues hier et les autorités et la Croix-Rouge craignent un bilan beaucoup plus lourd. L'Élysée a annoncé l'envoi sous 24 à 48 heures d'un hôpital de campagne en Libye pour porter secours aux populations. France 24. Ont dévasté Derna dans l'est de la Libye. Un quart de cette ville a été complètement emporté par les eaux. Le bilan est déjà très lourd, des milliers de personnes sont décédées ou portées disparues. Des barrages se sont effondrés et ont libéré un mur d'eau qui a tout rasé sur son passage. J'ai vu un homme emporté par les eaux. Il est passé juste devant ma maison. Je ne sais pas s'il s'est accroché à cette voiture ou s'il est parti loin. Ces dégâts ont été causés par la tempête Daniel. Après avoir dévasté une partie de la Grèce, de la Bulgarie et de la Turquie, Daniel a frappé la côte orientale de la Libye dans la nuit de dimanche à lundi. Très rapidement, le gouvernement a décrété un état d'urgence dans le pays. Sur place, les équipes de secours ont découvert des centaines de morts et plusieurs volontaires sont décédés lors des interventions. Mais le travail est encore plus difficile en raison des rivalités politiques de la Libye, un pays où deux gouvernements se disputent le pouvoir. À l'est, le gouvernement du général Haftar est soutenu par la Russie. À l'ouest, le gouvernement d'Abdelhamid Dbeiba est lui reconnu par l'ONU. Ce sont des moments difficiles et douloureux. Le nombre de personnes touchées est très important, les dégâts sont énormes, il est difficile de les décrire ou de les mesurer. C'est la pire catastrophe naturelle dans cette région de la Libye depuis le tremblement de terre en 1963. Le gouvernement, basé à Tripoli, a déclaré qu'il enverrait toute l'assistance possible à l'Est et a demandé l'aide internationale. Et 4 jours après le terrible séisme qui a fait près de 3000 morts, les secours continuent les recherches pour essayer de trouver des survivants au Maroc. Comment s'organisent les équipes marocaines et internationales? Pour Claire Nicolet, responsable des urgences, c'est Médecins sans frontières, invitée par France 24, la coordination est d'un des points essentiels pour répondre à de telles catastrophes. Nos équipes sont sur place depuis samedi, donc moins de 24 heures après ce terrible tremblement de terre. On voit effectivement une destruction qu'on peut voir sur les images actuellement, une destruction des villages essentiellement. Donc dans beaucoup de villages, des équipes qui se sont mis très rapidement au travail, les équipes de secouristes, notamment les équipes marocaines. Donc on voit ce travail de mise en place de coordination au niveau des équipes qui sont sur place, des voisins aussi, des équipes internationales qui ont commencé à arriver. Donc c'est tout ce travail de recherche qui continue. Malheureusement, on est déjà à 4 jours de ce tremblement de terre, donc il commence à être déjà tard pour retrouver des rescapés aujourd'hui. Ceci étant, au niveau des soins, on voit vraiment une grosse mobilisation et déjà des hôpitaux de campagne qui se sont mis en place, des centres de santé qui se sont mis en place pour traiter les très nombreux blessés, en plus des morts dont vous avez parlé. Il faut d'abord des fonds pour se mobiliser, puisque nous avons commencé à faire des donations au niveau de certains centres de santé ou hôpitaux qui avaient besoin de médicaments essentiellement. Donc ça, c'est la première des choses. Après, heureusement, on voit que vraiment la mobilisation a été très bonne au niveau notamment des autorités marocaines, au niveau des médecins et des structures de santé marocaines aussi. Donc on a vraiment vu une organisation au niveau de tous ces corps de métier, au niveau des volontaires qui se sont rendus dans la région de Marrakech
Donc heureusement, on va dire qu'au niveau de la santé aujourd'hui, il y a plutôt une très bonne mobilisation et les besoins sont limités par rapport à, bien sûr, à la grandeur de cette catastrophe. Il y a beaucoup de besoins. Après, la coordination, c'est un des points essentiels par rapport à répondre à une telle catastrophe. Donc, c'est-à-dire arriver à bien répartir les forces en présence par rapport aux besoins divers et variés. Donc oui, les besoins sont immenses. Après, il y a aussi plusieurs phases dans ces phases. Là, on est dans la phase d'extrême urgence. On est encore dans moins d'une semaine après le drame. Et puis, on sait qu'il va y avoir beaucoup de besoins à venir aussi en termes de reconstruction, etc. Donc là, on est vraiment sur la première phase de recherche et puis de prise en charge du grand nombre de blessés. Bien sûr, des abris, donner de l'eau, donner des matelas, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'être vraiment bien mis en place. Ceci étant, voilà, les besoins, il y a les besoins actuels, il y a encore énormément de besoins malheureusement à venir par rapport à toute cette destruction-là qu'on a pu voir sur vos images. À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, la première édition du tournoi Future Pro League a mis en compétition des jeunes footballeurs de moins de 20 ans, leur offrant une chance d'être repérés par des clubs internationaux. L'événement essentiel dans une région affectée par des conflits armés depuis près de 30 ans a attiré des recruteurs de clubs européens comme l'AS Monaco, évoluant en Ligue première française. France 24. Je suis fier de moi. La médaille, la coupe, c'est juste une récompense suite aux efforts fournis. C'était un rêve et voilà, c'est devenu réalité. On espère encore faire beaucoup plus parce que c'est ma carrière que je suis en train de construire et je dois encore donner plus. Mon objectif, c'est d'être d'abord professionnel. Je rêve un jour d'aller jouer en Europe, même en Asie. C'est ça d'abord mon objectif. Et quand on commence à amener de telles opportunités, vraiment pour nous, c'est une très bonne chose. Ce joueur a cherché ses billes égalisateurs pour l'équipe de Gaulle, plus petite et pour Pérou. Exécuté. Tout le monde va à derrière. Les derniers instants. Moi, je suis très heureux parce qu'il y a quelques années, j'étais à leur place. J'ai eu la chance d'être recruté par l'AS Monaco, de faire ma carrière. Donc ce genre de tournoi, ce genre d'événement, ça leur donne aussi des rêves. Et nous aussi, on est là pour leur donner les outils pour qu'ils puissent se projeter. Et là, Tola Moussafiri, qu'est-ce qu'il va discuter avec son quatrième arbitre? En fait, ça faisait déjà un petit temps que je voulais que ces enfants aient une voie de sortie parce que quand tu les entraînes tous les jours et que tu dois leur inculquer des valeurs, etc., à un moment donné, le discours peut arriver à épuisement si on n'a pas de réelles opportunités pour eux. Énormément de jeunes qui ont été vus, qui ont fait des belles prestations, il y en a quelques-uns qui sont retenus. Je pense que d'ici peu, on va commencer le prolongement de cette belle histoire. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.